législatives 2022 sur RCF, Stéphane Marcelot, Adrien Barraud. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur RCF pour cette émission spéciale consacrée aux élections législatives. Les 12 et 19 juin prochains, nous serons appelés à élire nos représentants à l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, nous vous proposons un débat entre 4 candidats, tous en lice sur la première circonscription du Puy-de-Dôme. Adrien Barraud, bonjour. Bonjour à tous, une circo qui comprend notamment Clermont-Centre, Cournon, Gerzat, un territoire à fort enjeu dont les résultats seront scrutés de près. Il y a 11 candidats sur la ligne de départ, 4 sont en studio avec nous aujourd'hui pour ce débat. Tout d'abord, Valérie Thomas, bonjour. Bonjour. Députée sortante, membre du parti Renaissance et investie donc par le parti présidentiel. À vos côtés, Sébastien Galpier, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis un an conseiller départemental et vous représentez le parti Les Républicains. Marianne Maximi, bonjour. Bonjour. Élue à la ville de Clermont, vous êtes la candidate de la NUPS. Enfin, Anne Biscos, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée départementale du Rassemblement national. Il s'agit là de votre deuxième candidature sur cette circonscription. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'émission qui va s'articuler en 4 parties. Pouvoir d'achat, environnement, éducation et bioéthique. Chaque partie commencera par un tour de table. Vous prendrez la parole à tour de rôle pendant 2 minutes 30 maximum. C'est très précis. Puis viendra ensuite le temps de l'échange entre vous durant 5 minutes. Et on commence donc cette émission avec un premier quart d'heure, Adrien, consacré au pouvoir d'achat. Et oui, toutes les enquêtes d'opinion le montrent depuis plusieurs semaines. Il s'agit du sujet d'inquiétude numéro 1 des Français. Entre la guerre en Ukraine, la flambée des prix des matières premières et l'inflation, les questions et les besoins de coups de pouce se font pressantes sur ce sujet. Notamment ici en Auvergne où la voiture est un sésame indispensable pour beaucoup. Anne Biscos, le tirage vous a désigné en premier pour débuter cette première partie. Vous avez donc 2 minutes 30. Donc le pouvoir d'achat a été la première partie de notre programme que nous avons mis en avant pendant toutes les présidentielles, avec une mesure phare, celle de la baisse de la TVA sur tous les produits énergétiques, donc de 20 à 5,5%, et une deuxième mesure qui concerne 100 produits du panier avec une TVA à 0%. Donc ce sera la première mesure que les députés Rassemblement national mettront en avant à l'Assemblée nationale. Donc Emmanuel Macron nous a parlé de pouvoir d'achat pendant les présidentielles. Nous voyons malheureusement qu'il repousse la loi sur le pouvoir d'achat après les législatives. Donc nous avons déjà perdu 1 mois pour les Français, voire 2 mois, tant que tout ça se mette en place. Au niveau de la circonscription, l'accent est davantage sur les jeunes, enfin par rapport à un choix de programme, puisque nous avons une population qui concerne 30% de moins de 30 ans. Donc, au niveau de cette circonscription, il faudrait mettre en valeur les chèques emploi formation de 200 à 300 euros pour les apprentis, une aide aussi pour les étudiants qui permettrait d'augmenter leur salaire de 200 à 300 euros pour les boursiers qui travaillent, et instituer la gratuité des transports de 18 à 25 ans pendant les heures creuses. Et puis une priorité nationale que nous mettons en avant pour les étudiants et pour tous les Français par rapport au logement. Donc logement social et logement Crous qui est qui n'est pas réservé aux étudiants français sur Clermont-Ferrand. Un soutien aux mères isolées également pour doubler leurs indemnités, et puis un prêt à 0% pour les familles qui veulent avoir un enfant, puis 2 enfants, puis 3 enfants qui se terminera en subvention. Donc une baisse aussi également des péages autoroutiers pour toutes les personnes qui roulent sur le Puy-de-Dôme, puisque nous avons quand même la voiture est quand même l'élément de mobilité l'essentiel sur notre département. Anne Biscos, merci à vous. À présent, Valérie Thomas, nous vous écoutons pour vos propositions sur cette thématique du pouvoir d'achat, sujet d'inquiétude numéro 1 des Français. Vous avez, vous aussi, 2 minutes 30. Merci. C'était bien que vous rappeliez un peu le contexte international qui fait que effectivement les Français sont très très préoccupés par le pouvoir d'achat. Peut-être rappeler quand même que sur le mandat qui vient de se terminer, le pouvoir d'achat des Français a augmenté. C'est l'OCDE qui le dit, c'est pas un satisfecit personnel. Donc les mesures qui ont été faites sur le mandat précédent ont déjà porté leurs fruits, et effectivement nous sommes maintenant confrontés à une crise internationale avec les événements d'Ukraine qui font suite à la crise sanitaire qui a impacté de nombreux secteurs et qui, de fait,
impacte le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Donc un texte majeur est en préparation par le gouvernement qui arrivera devant la nouvelle assemblée élue au mois de juin. On sait on a déjà connaissance de quelques mesures qui avaient été présentées dans le cadre de la candidature au présidentiel, notamment la poursuite du bouclier tarifaire pour le prix du gaz et de l'électricité, qui a permis aux Françaises et aux Français durant cet hiver de ne pas voir leurs factures s'envoler comme chez certains de nos voisins européens. Également, la ristourne sur les prix des carburants qui va être prolongé. Le président s'y est engagé au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Est à l'étude aussi le déploiement de chèques alimentaires pour accompagner les Français les plus modestes lors de cette période très particulière. Enfin, la réindexation, la réindexation des retraites et des prestations sociales sur l'inflation et les retraites dès le mois de juillet de cette année. Enfin, également la hausse du point d'indice pour les fonctionnaires, également qui sera mis en œuvre très 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 rapidement. La baisse des cotisations pour les indépendants, la pérennisation, et ça c'est très important, la pérennisation et le triplement de la prime dite Macron pour les salariés. Voilà les principales mesures. Ce plan est en cours de construction. Très probablement de nouvelles mesures seront apportées. Et puis ce sera aux députés élus en juin d'apporter aussi des correctifs, peut-être des choses en complément, parce que l'idée de ce plan, c'est également de coller aux réalités de terrain. Personne ne sait. Merci à vous. Voilà, ça fait 2 minutes 30. On vous remercie. Okay, on aura merci. bien évidemment l'occasion de vous entendre de nouveau sur cette thématique dans quelques instants. Sébastien Galpier pour les Républicains, c'est à vous. Vous avez 2 minutes 30. Merci. Donc on voit que la progression du pouvoir d'achat des Français est moins rapide en France que dans les autres pays de la zone euro. Les salaires augmentent peu. Par exemple, les Allemands ont en moyenne 20% de salaire de plus que les Français. Et le coût de la vie, en même temps, a augmenté, notamment celui de l'énergie et du logement, qui représentent les principales causes d'augmentation du coût de la vie dans les foyers. La pression fiscale, elle, a augmenté également durant ces 5 dernières années, notamment avec 4 milliards sur les taxes carburant et le chauffage en 2018, et plus 25% d'augmentation de la CSG entre 2018 et 2020. Les 2/3 des retraités ont baissé. Les retraites ont baissé pour 2/3 des retraités à cause notamment de cette augmentation de la CSG. Nous, ce que nous proposons, donc à l'Union de la droite et du centre, c'est d'augmenter les salaires et les revenus des indépendants, notamment en baissant fortement cette CSG et notamment sur les revenus les plus faibles. Et nous proposons également de défiscaliser les heures supplémentaires, comme ça a été le cas par le passé, qui avait très bien fonctionné et qui avait été très apprécié par les salariés. De baisser les taxes sur les carburants, notamment la TVA et la TICPE, dès que le prix au litre à la pompe dépasse les 1,50 € du litre. Et nous souhaitons également revaloriser, bien sûr, les retraites en fonction de l'inflation et préparer une vraie réforme des retraites, parce que de dire qu'on ne pourra pas faire de réforme de retraite, c'est mentir aux Français. Il faut être responsable et dire aux Français qu'il faudra engager une réforme des retraites. Les logements également, c'est donc une des sources principales de dépenses des ménages. Ce qu'on propose également face à l'augmentation des taux d'intérêt qui vont avoir lieu, l'inflation va augmenter les taux d'intérêt. Donc il faudrait voir aussi pour renforcer les prêts à taux zéro pour les primo-accédants pour qu'ils aient accès à la propriété. Et en fait, pour les foyers monoparentales, nous proposons de défiscaliser les pensions alimentaires des familles donc monoparentales. Enfin, un volet qui me semble important, il faut faciliter la transmission de son patrimoine à ses enfants en doublant l'abattement pour les transmissions en ligne directe de 100 000 à 200 000 € par enfant. Merci à vous, Sébastien Galpier. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Marianne Maximi, candidate pour la NUPS. Vous avez 2 minutes 30. Oui, alors moi, d'abord, je voulais revenir sur le bilan du gouvernement sortant, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a été
catastrophique en termes de pouvoir d'achat. Je vais rappeler quelques chiffres rapidement. C'est l'augmentation de la pauvreté. Pendant la pandémie, c'est 1 million de personnes pauvres supplémentaires qui s'ajoutent à ces 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire dans notre pays. C'est évidemment l'augmentation des prix avec une inflation à 5% en moyenne. C'est quand même du jamais vu depuis 1985 et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est une précarité croissante, je viens de le dire, mais avec des personnes qui sont obligées de se tourner vers des associations pour survivre. Et là, on voit apparaître des travailleurs pauvres, des fonctionnaires et les jeunes, évidemment. Donc cette jeunesse qui fait qui attend l'aide alimentaire depuis le premier confinement. On a quand même 1 jeune sur 10 qui est en situation de pauvreté. Et puis des inégalités extrêmes qui ont encore augmenté. C'est en France, 5 personnes possèdent plus que les 27 millions de Français les plus pauvres. Alors on a les 3 personnes qui ont pris la parole avant moi ont des mesures qui sont des mesures pour nous évidemment efficaces. Nous, nos grandes mesures concernant le pouvoir d'achat, c'est déjà des mesures immédiates. C'est le blocage des prix, notamment des produits de première nécessité, sur notamment les fruits, les légumes, les biens de consommation courante, dont le prix a augmenté très très fortement. Et effectivement, il y a la guerre en Ukraine, mais pas que. Ça fait 5 ans que les prix augmentent. On propose aussi de bloquer le prix du gaz au niveau de 2017 et celui de l'électricité au niveau de 2021. Et on propose de bloquer aussi le prix des carburants. C'est des choses qui existent. Quand on nous dit que c'est pas possible, c'est assez faux. C'est ce que viennent de faire l'Espagne et le Portugal avec l'accord de l'Union européenne. Donc on attend quoi pour le faire aujourd'hui en France ? Et ensuite, il y a des mesures, parce que là, on nous parle de mesures, c'est des pansements sur des hémorragies que vous nous proposez tous et toutes aujourd'hui, alors que nous, on propose clairement d'augmenter les salaires avec l'augmentation du SMIC à 1 500 €, parce que tout augmente, évidemment. Le SMIC n'a pas augmenté depuis 10 ans, et dans la même période, nous avons des loyers qui augmentent de 5%, les produits frais qui deviennent complètement inaccessibles avec 25% d'augmentation, donc il faut augmenter ce SMIC. D'autres pays l'ont fait, là encore, je fais référence à l'Espagne et l'Allemagne, et cette augmentation du SMIC va entraîner forcément une augmentation notamment des salaires de moins de 2 000 €. Et donc, c'est la moitié des Français et des Françaises qui seront concernés par ces mesures. Et par rapport aux fonctionnaires, évidemment, il faut dégeler ce point d'indice, mais il ne fallait pas attendre les élections pour le faire. Et il faut aussi augmenter les salaires des fonctionnaires. On en parlera dans la prochaine partie, mais notamment ceux des enseignants qui sont bien en dessous du seuil européen. Merci Marianne Maximi et merci à toutes et tous. Place à présent aux échanges entre vous. 5 minutes, voilà, chrono. Je le surveille, ce chrono, 12 minutes. On a jusqu'à 17 minutes pour achever cette première partie. 5 minutes pour vous interpeller les uns les autres, rajouter peut-être un point par rapport à ce qui a été dit précédemment. Valérie Thomas, je rappelle que vous êtes la sortante. Vous avez été à l'instant pointé du doigt sur la question aussi des inégalités concernant la jeunesse. Que pouvez-vous répondre par rapport à ça ? Alors, effectivement, les jeunes ont souffert beaucoup de la crise sanitaire. C'est une évidence. Ils ont souffert moralement. Ils ont perdu, pour la plupart, les petits jobs qui leur permettaient d'accompagner leurs études. Donc, effectivement, il faut avoir un travail en direction de la jeunesse. Mais je pense que donner comme ça, sans contrepartie, une somme de 1000, j'ai lu, je crois, plus de 1 000 € aux jeunes, je ne crois pas que ça soit vraiment la solution pour les accompagner au mieux. Je voulais rebondir sur Madame Biscos, vous dites pourquoi attendre, et je crois aussi Madame Maximi, pourquoi attendre les élections pour proposer des mesures. Je crois que si le gouvernement ou le président de la République avait proposé des mesures avant les élections législatives, tout le monde aurait crié au scandale, puisque les mesures, elles vont être débattues dans l'hémicycle par les parlementaires élus en juin. Anne Biscos. Écoutez, je pense que, compte tenu de la situation d'urgence par rapport au pouvoir d'achat de nos concitoyens, des mesures auraient pu être prises d'urgence, effectivement, avant les législatives, puisque M. Macron avait promis de faire le nécessaire très rapidement, et on voit bien qu'il a préféré surfer sur un nouveau gouvernement plutôt que s'occuper de ses électeurs. Marianne Maximi, notamment peut-être revenir sur le fond aussi de vos mesures, notamment sur ce SMIC porté à 1 500 € aujourd'hui. De quelle manière vous procédez ? Le fond de nos mesures, c'est de relancer la machine. C'est que là, vous proposez, mais toutes et tous, des petites mesures qui ne vont rien changer structurellement au problème que nous avons aujourd'hui. C'est une population de plus en plus pauvre. Et je voulais juste reprendre l'argument de dire que le pouvoir d'achat avait augmenté. C'est celui des plus riches qui a augmenté sous votre mandat. C'est celui du plus riche. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du Sénat.
D'ailleurs, je peux vous dire que grâce à la suppression de l'ISF, évidemment, grâce à la flat tax, c'est 1,7 million d'euros redistribués aux 100 Français les plus riches que vous avez fait. Pendant le même temps, c'est les 5% des Français les plus pauvres qui ont perdu en pouvoir d'achat, notamment avec des mesures injustes que vous avez appliquées dès le début du mandat, la baisse des APL à hauteur de 5 euros. Et vous nous faites le coup sur ce nouveau mandat en nous disant qu'on va mettre les bénéficiaires du RSA au travail entre 15 et 20 heures. Donc on voit le projet du gouvernement, évidemment, c'est toujours plus pour les riches. Et nous, on propose évidemment le contraire, c'est le partage des richesses qu'on assume évidemment. Et la mesure dont vous parlez, cette garantie d'autonomie pour les jeunes, oui, c'est comment on redistribue la richesse pour permettre aux jeunes de faire des études. Alors peut-être, je vous invite à regarder les chiffres de l'OCDE, Madame Maximi. On n'a probablement pas les mêmes sources d'informations. En ce qui concerne l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, je vois 1 500, certains qui annoncent 1 600. Comment vous allez faire concrètement ? Comment vous allez dans les entreprises, chez les artisans, comment vous allez leur dire, eh ben voilà, on a décidé, c'est 1 500 euros. Et comment vous dites aux artisans en fait qu'on va laisser les gens se paupériser? Non, c'est pas et qu'ils ne laisser pourront les pas gens se consommer pour faire appel aux artisans. C'est un projet différent, c'est évidemment. Vous, le pouvoir d'achat, ça passe beaucoup par le travail, notamment par la revalorisation des heures supplémentaires. Par une baisse notamment de la fiscalité sur les salaires. Parce que Madame Maximi nous explique qu'elle va augmenter le salaire d'à 1 500 euros. Hier, c'était 1 400 euros. Ça a augmenté de 100 euros grâce à... Ça s'appelle l'inflation. Donc, effectivement, il faut coller à l'inflation. Grâce à ça me semble logique. Père Noël, Monsieur Mélenchon, qui distribue des cadeaux à tour de bras comme ça. C'est extrêmement populiste de donner comme ça des chiffres sans qu'il y ait rien derrière en réalité. Qui va payer ces 1 500 euros? Les entreprises. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une baisse de l'attractivité de nos entreprises. Sans avoir forcément des résultats derrière. 1 500 euros, moi aussi, j'aimerais bien que tout le monde ait un SMIC à 1 500 euros. Il n'y a aucun souci. Que Madame Maximi, encore une fois, c'est éculé comme expression, mais vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais malheureusement, il faut qu'il y ait une réalité des choses. Et qui va payer? Bien sûr, c'est les entreprises. Donc, c'est la compétitivité de nos entreprises qui vont payer encore une fois les lubies de la France insoumise. Allez, merci à toutes et tous, vous qui nous écoutez, vous restez bien avec nous. On passe à la seconde partie de ce débat. RCF Puy-de-Dôme a réuni 4 candidates et candidats en lice sur la première circonscription, un débat qui se poursuit. Nous allons nous pencher à présent sur l'environnement et le développement durable. Oui, le mois de mai, plutôt inhabituel en termes de chaleur que nous avons vécu, nous rappelle encore un peu plus l'urgence d'agir à tous les niveaux pour nous adapter à ce changement climatique, sécheresse, déficit d'eau, pollution. Les défis sont colossaux. Valérie Thomas, eh bien, c'est vous qui attaquez cette seconde partie et vous avez, comme tout à l'heure, 2 minutes 30 pour débuter. Merci beaucoup. Effectivement, on se rend compte que les défis climatiques sont maintenant devant nous. Le dernier rapport du GIEC est extrêmement alarmiste et alarmant. Voilà, donc le gouvernement a décidé de s'emparer à bras-le-corps de cette question écologique en nommant une première ministre qui aura en charge de superviser sur l'ensemble des ministères, elle l'a rappelé hier, ce travail en direction de la transition, accompagné pour ce faire de 2 ministres dédiés et d'un secrétaire général avec une vision interministérielle des choses. L'idée, et ça a été rappelé par la première ministre hier, c'est de travailler avec les acteurs en concertation et dans l'urgence. Elle a d'ailleurs reçu hier après-midi un certain nombre d'ONG environnementales qui, d'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, se sont félicitées de la prise en compte en urgence du gouvernement pour travailler à accélérer ce processus. Donc, on sait déjà, le président l'a évoqué, les pistes sur lesquelles on souhaite travailler, c'est d'abord faire un agenda de solutions, vraiment avec un timing très précis dans le temps, avec des résultats très très rapides. En ce qui concerne l'énergie, la poursuite du plan de construction de nouvelles centrales nucléaires, 6 dans un premier temps, de nouvelle génération, qui permettra de multiplier par 10 notre puissance de production d'électricité, l'implantation de parcs éoliens, bâtir une filière française des énergies renouvelables, décarboner l'entreprise, décarboner les entreprises. Ça, c'est vraiment le travail sur lequel Agnès Pannier-Runacher va s'attacher à travailler très très vite. Enfin, il y a plein de mesures à prendre en cohérence avec les mesures
qui sont mises au niveau européen, les mesures du Green Deal. Je crois que la France ne peut pas être seule à prendre ce type de mesures. Il faut vraiment que ça soit coordonné et dans un agenda européen. Ça, c'est capital et important. Je vais rappeler aussi la rénovation de 700 000 logements par an qui a été présentée dans le programme du président. Éventuellement, rappeler, parce que le temps est très rapide et je peux pas tout dire, la réduction des exportations de déchets, de vrais travaux à mettre en place sur plusieurs secteurs. 2 minutes 30. 2 minutes 30. 2 minutes 30 sont terminées. Je suis désolée. On a la preuve que vous avez bien tenu votre temps. On poursuit avec vous désormais, Sébastien Galpier pour les Républicains. Vous avez 2 minutes 30. Donc il y a un constat, c'est que la température de la Terre elle augmente, la population elle va augmenter aussi dans les prochaines années et les besoins de ces populations vont augmenter également. Donc pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra donc remplacer les énergies carbonées par des énergies décarbonées, tout en augmentant la production agricole pour subvenir aux besoins de ces nouvelles populations. La pandémie et le confinement qu'on a subi est responsable de 10% de la récession mondiale. Pour autant, les baisses d'émissions d'effet de serre n'ont pas été en corrélation avec cette baisse de la récession. Donc, pour respecter les objectifs de Paris en 2050, via la décroissance économique, donc on a eu une décroissance économique avec ces 10% de récession mondiale, il faudrait en réalité rester confiné pendant plus de 30 ans si on voulait respecter les accords de Paris de 2050. Donc la décroissance est donc une impasse. C'est pas possible de résoudre les problèmes climatiques grâce à cette décroissance. Donc il faut trouver des solutions grâce à la recherche, l'innovation, les nouvelles techniques et les nouvelles technologies. On peut aussi constater que la France ne représente que 0,9% des émissions de gaz à effet de serre, grâce notamment au nucléaire. Il y a la filiale nucléaire, il y a notre énergie décarbonée grâce au nucléaire. Il faut donc relancer la construction de 6 EPR de deuxième génération d'ici 2035 pour continuer d'avoir cette énergie bon marché et d'avoir une énergie aussi décarbonée. Sur les mobilités, la voiture hybride et électrique n'est pas en l'état une solution pour moi qui sera une solution viable sur le long terme. En effet, avec les technologies existantes de voitures électriques, avec les batteries au lithium, on a des problèmes avec ces batteries, sur la construction de ces batteries qui sont la plupart du temps construites en Chine. Donc au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas terrible. Et notamment aussi sur le traitement de ces batteries après usage. Aujourd'hui, c'est un véritable problème. On doit donc trouver des solutions. Et notamment, nous, on propose donc un grand plan de 11 milliards d'euros pour le développement et l'amélioration de la technologie avec l'hydrogène vert, pour avoir des mobilités plus respectueuses de l'environnement dans les années à venir. Donc pour cela, il faudra investir massivement dans la recherche et le développement. Donc la France doit continuer d'investir dans la recherche et le développement et soutenir notamment les entreprises qui font les efforts pour accompagner cette transition écologique. Sébastien Galpier, on passe la parole à Madame Maxime. Ça passe vite, 2030. Oui, ça passe vite. Madame Maximi, c'est à vous. Oui, alors moi, je vais recommencer aussi par un bilan parce que j'ai écouté Madame Thomas et on se demande qui était aux manettes du pays pendant 5 ans. Parce qu'on va faire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans ? Moi, je vais vous le dire. La France est le seul pays européen qui n'atteint pas ses objectifs en termes de développement du renouvelable. La France ne respecte pas non plus ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre et nous avons un président qui a été condamné quand même pour inaction climatique. On a remis la France dans la course au libre-échange avec le CETA. On n'a rien fait contre l'agriculture intensive. Vous avez réintroduit les néonicotinoïdes et le glyphosate n'a pas été interdit. Vous n'avez pas interdit les fermes-usines. Vous avez laissé l'impunité aux pollueurs, c'est-à-dire il y a quand même 25 multinationales françaises qui émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que tout le pays. Et puis, on peut continuer la liste parce qu'elle est très très longue, alors que le GIEC, dans le même temps, nous parle de 3 ans où on a le temps d'agir. Après, effectivement, on est bien en retard. Je rappellerai quand même qu'il y a 30 000 morts par an des effets de la pollution. On nous a promis, donc on vous écoute, on nous parle d'un tournant écolo. Moi, j'ai du mal à voir comment ce gouvernement, qui est à peu près le même et dans une politique de droite, va prendre à bras-le-corps cette question. Nous, face à ça, justement, on affirme tout à fait le contraire, c'est qu'il faut un plan d'investissement à hauteur de 200 milliards d'euros dans la planification écologique. Planification, c'est un mot que vous avez repris, mais pas avec le sens qui va avec. Moi, je vais vous parler, par exemple, de la règle verte, ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire
c'est-à-dire on ne prélève pas plus à la nature qu'elle ne peut elle-même reconstituer et on ne pollue pas plus qu'elle ne peut absorber. Nous proposons aussi de partir des besoins de la population, notamment de la population la plus précaire et la plus exposée aux pollutions. Mais ça passe par plusieurs choses. Ça passe par, évidemment, sortir les biens communs du marché et de les remettre dans le giron public. Ça aussi, oui, c'est un choix politique que nous assumons parce que laisser tout au marché, nous voyons bien que le marché ne régule pas. C'est pas un mythe, hein, on le sait. Et encore moins quand il s'agit d'écologie, de planification. Donc, il faut arrêter, évidemment, avec le libre-échange. Il faut relocaliser les productions. Il faut contrôler, oui, les grandes entreprises qui polluent bien plus que nous, citoyens, à qui on demande de couper l'eau quand on se lave les dents, évidemment. Donc, oui, il faut contrôler les grandes entreprises. Et ensuite, il y a des grands chantiers. Il faut reconstruire, par exemple, un transport public non polluant, le train, que vous avez démantelé petit à petit, mais bien jusqu'au bout. Donc, il faut réouvrir des lignes, il faut des gares, il faut des guichets. Il faut une énergie propre et pas chère. Donc, il faut aussi nationaliser EDF pour pouvoir avoir un pôle public de l'énergie. Il faut évidemment rénover les logements. Ça, c'est une étape importante pour les gens, pour leur dignité fini, aussi. Et réduire les déchets et encore plein d'autres choses que je pourrais développer après. Anne Biscos, c'est à vous. Donc, tout d'abord, il faut arrêter l'écologie punitive. Aucune ville française ne figure parmi les 500 villes les plus polluées du monde. Donc, assurer bien évidemment une transition vers une économie décarbonée. Nous avons toujours été pour le nucléaire, contrairement à certains autour de la table. Donc, il faut effectivement continuer le développement du nucléaire, les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, géothermie. Par contre, nous voulons un moratoire sur l'éolien et le solaire et avec un démantèlement progressif de l'éolien. Au niveau de l'écologie humaine aussi, puisque on appelle aussi à une répartition équilibrée de la population sur tout le territoire, donc le localisme, donc qui permet une égalité de la concurrence pour le libre choix du consommateur et une simplification. Nous demandons aussi une simplification réglementaire en faveur des PME, indépendants et commerçants, avec négociation auprès de l'Union européenne pour les appels d'offres publics dans les plans de rénovation de transition écologique. Nous avons aussi, nous voulons contraindre les cantines à utiliser 80% des produits agricoles français et de proximité. Au niveau de la mobilité individuelle, bien évidemment, nous avons parlé de la TVA sur l'essence, mais il y a aussi l'harmonisation des limitations de vitesse et le renforcement du réseau de distribution électrique pour répondre aux besoins des véhicules électriques. Il y a aussi, bien évidemment, une autonomie de stratégie agricole, c'est-à-dire qu'aucun produit venant de l'étranger ne pourra être vendu en France s'il ne respecte pas les règles imposées à nos agriculteurs. Une économie circulaire également, c'est-à-dire que il faudrait que sur chacun de nos produits, on mette la durée de vie du produit, ce qui permettrait une fiscalité réduite sur les produits de seconde main et aussi une création d'emplois pour le renouvellement et pour l'entretien de ces dits produits. Une traçabilité intégrale et garantie des origines territoriales des produits en France et une formation à l'environnement dès l'école, c'est-à-dire que l'enfant fait partie d'un écosystème aussi bien végétal qu'animal, et puis aussi la préhension de la chasse et de la pêche, qui sont quand même des régulateurs écologiques. Et puis, nous instaurons aussi un service du patrimoine qui ira de la restauration des bâtiments et à l'évolution de la biodiversité. Merci à vous. Place au débat entre vous toutes et tous. Je vous redonne la parole tout de suite, Anne Biscos, puisque vous avez un petit peu tensé vos challengers sur la question du nucléaire. Si vous pouvez peut-être nous préciser, la question du mix énergétique aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Je pense notamment ici dans ce département, il y a des projets aussi de géothermie profonde. Est-ce que vous les approuvez? Totalement. Par contre, nous sommes complètement opposés, comme nous l'avons dit, aux éoliennes, puisqu'il y a une pollution déjà visuelle. C'est vrai que c'est joli. Visuellement, c'est... Bon, ça reste une usine, une entreprise, pas plus que des éoliennes qui sont... En mer, en haute mer, c'est ça le plan qui est proposé. Oui, mais nous sommes contre aussi en haute mer. Donc l'éolienne, sachant que les éoliennes fonctionnent aussi avec des systèmes chinois et on a un problème derrière de recyclage du système éolien. Donc nous proposions dans notre programme que les pollueurs éoliens récupèrent et démantèlent leurs éoliennes. Marianne Maximi, sur la question aussi, parce que l'écologie est très souvent liée au pouvoir d'achat. Pour la personne qui utilise tous les jours sa voiture, qui ne peut pas changer de voiture ici en Auvergne,
Qu'est-ce que vous lui dites, malgré un petit peu cette contrainte de changement à marche forcée? Alors, je voulais quand même répondre sur l'éolien et sur le nucléaire, parce que bon, les arguments de, par exemple, les déchets du nucléaire, vous allez en faire quoi? Ça, c'est pas une pollution, c'est pas un truc qu'on sait pas gérer du tout. Enfin, l'éolien, il faut recycler évidemment les déchets, mais quand on parle du nucléaire, on est sur un danger bien plus important et une chose qu'on laisse pour les générations suivantes bien plus importante. Moi, je voulais juste dire quand même qu'il y a une centrale sur deux aujourd'hui qui est à l'arrêt en France, qu'on est en train de construire un EPR qui est en train d'écoûter des milliards d'euros, qui est toujours pas fini. Donc, le projet nucléaire, évidemment, c'est un projet qui vous semble plus adapté parce qu'il y a un gros lobbying derrière. Nous, on pense qu'il faut trouver d'autres solutions alternatives. Et la question esthétique, je suis désolée, mais elle n'est pas entendable parce que effectivement, une centrale nucléaire, c'est aussi quelque chose qui est dans le paysage, mais des éoliennes, c'est beaucoup plus fin et beaucoup moins polluant. Et surtout, ça n'engage pas les générations futures de la même façon. Valérie Thomas, je réponds juste sur les voitures, le transport en commun et les trains. Enfin, c'est aussi une vraie alternative qu'il faut remettre en place. Il faut mailler le territoire pour que les gens puissent aussi avoir accès à des transports collectifs non polluants. Oui, peut-être sur le mix énergétique. Pourquoi on pense mix énergétique? C'est vraiment pour que la France ait une autonomie. Donc moi, j'ai une question à poser à Madame Maximi. Comment fait la NUPS, puisque j'ai cru comprendre qu'au sein de cette alliance, tout le monde n'est pas d'accord, n'a pas la même sensibilité sur ces questions-là. Donc moi, je suis un peu étonnée de cet accord sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres. Il me semble qu'il y a beaucoup de divergences, et notamment, il y en a 33, et notamment si vous voulez tout sur savoir, l'Europe, exactement. Et notamment sur l'Europe, parce que je crois que toutes ces questions doivent se travailler à l'échelle européenne. Et donc, la position de la NUPS vis-à-vis de l'Europe, en tout cas des Insoumis, me semble assez imprécise. On parle de désobéissance. Alors, est-ce que sur les grands sujets... Mais vous aussi, vous désobéissez à l'Europe, Est-ce que sur les grands sujets de l'énergie et du climat, la NUPS va désobéir à l'Europe? Est-ce que ça sera une Europe à la carte? Ça, ok, ça, non. J'ai cette question-là. Et sur ce sujet, c'est important. Ah, faut que je réponde. Alors, concernant, c'est vrai que le PCF est, lui, favorable au nucléaire. Donc là, on a encore un point de désaccord. On sent bien que la NUPS, c'est plus un échange de place qu'un échange d'idées, concrètement sur les circonscriptions. Après, concernant le nucléaire, c'est vrai qu'on a pris énormément de retard sur les nouveaux EPR. C'est notamment dû à des politiques énergétiques qui étaient un peu floues au niveau de la politique d'Emmanuel Macron. Il a eu un rétropédalage complet dans les dernières années quand il a vu qu'en réalité la France avait encore besoin du nucléaire et que si on faisait comme les Allemands, on aurait eu de l'énergie très carbonée avec des centrales thermiques qui polluent énormément comme en Allemagne. Nous aussi, pour éviter de prendre du retard, je réponds rapidement. Le programme partagé avec justement toutes les organisations qui composent la NUPS, c'est 650 mesures et effectivement 33 font débat. Mais ça, on ne cache pas, nous on ne prend pas les gens pour des idiots, on les met sur la table, ça sera discuté collectivement. Et juste sur la question européenne, Madame Thomas, j'ai rappelé sur la laïcité, sur l'Europe, ce sont vraiment des questions. Sur l'Europe, Madame Thomas, vous désobéissez à l'Europe. Regardez, vous respectez pas vos engagements au niveau de l'Europe. Vous non plus, vous n'êtes pas dans les clous. Vous désobéissez, vous dérogez, vous dites comme vous voulez. On ne dit pas, on désobéit à l'Europe. Mais c'est ce que vous faites pourtant dans la pratique. Allez, nous en sommes à la mi-temps de ce débat. On passe à la troisième partie. Émission spéciale sur RCF, notre équipe qui vous propose un débat anglais sur la première circonscription du Puy-de-Dôme à un peu plus de 15 jours du premier tour des législatives. Valérie Thomas pour Renaissance, Sébastien Galpier pour LR, Marianne Maximi pour la NUPS et Anne Biscos pour le RN sont toujours à nos côtés. Et on va parler de l'avenir de nos enfants à présent avec vous tous. L'éducation nationale, cet immense paquebot que l'on dit si difficile à manœuvrer. Des réformes ont été menées durant le dernier quinquennat. Ont-elles été bonnes? Doit-on tout changer? Nos invités vont nous le dire au moment où un nouveau ministre a pris ses fonctions il y a quelques jours. Il s'agit de l'historien Pape Ndiaye. Sébastien Galpier, c'est vous qui lancez cette nouvelle partie. Vous avez donc 2 minutes 30 pour commencer. Merci beaucoup. Donc l'éducation et l'école sont des sujets primordiaux, on le voit bien, pour avoir des citoyens éclairés et critiques du monde qui nous entoure. Le constat, c'est que le niveau baisse en France selon PISAC, Programme international pour le suivi des acquis. La France est entre la 22e et la 26e place selon les disciplines étudiées sur 79 pays. Les niveaux des élèves sont donc en dessous dans certaines matières, notamment en mathématiques et en sciences au niveau européen. La maîtrise de la langue française est également un sujet préoccupant avec 7% de la population qui est en situation d'illettrisme en France. C'est ahurissant. L'école n'est plus l'ascenseur social qu'il était auparavant et où la réussite de beaucoup est plus issue du milieu social que du mérite.
Le métier d'enseignant est de plus en plus difficile, avec des tâches administratives toujours de plus en plus lourdes, avec des salaires qui sont peu attractifs également, et une formation initiale et continue peu adaptée à la réalité du terrain. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que dès la primaire, il faut accentuer l'apprentissage des fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire et compter. Ça, c'est essentiel. Faire de l'apprentissage du français donc une grande cause nationale, avec un examen de contrôle en 6e pour proposer la mise à niveau en fonction de l'élève, pour lutter contre l'illettrisme. Revaloriser les salaires des enseignants et proposer un programme d'apprentissage plus adapté aux enjeux du terrain. Exemple, sensibiliser donc les futurs enseignants sur la lutte contre le harcèlement scolaire et augmenter donc le nombre d'internats d'excellence accueillant des élèves méritants des milieux modestes pour également augmenter les chances au mérite. Le but de l'école reste d'accomplir son destin, quelle que soit son origine sociale, grâce au mérite et au travail. Marianne Maximi, c'est à vous pour vos 2 minutes 30 sur cette thématique de l'éducation. Alors sur l'éducation, là, je vais encore revenir sur le mandat précédent, sur la destruction en fait de l'école publique, avec un des pires ministres de l'éducation nationale, avec Jean-Michel Blanquer, avec des réformes inspirées du privé. En fait, ça a été, je pense, le fil rouge de son mandat. Ça a été de détricoter ce qui existait, ce qui faisait justement l'école de la République, avec l'école de la confiance. Cette réforme, la réforme du bac, et surtout Parcoursup, qui est quand même a pour but, toutes ces réformes ont pour but d'individualiser les parcours et de mettre en concurrence dès le plus jeune âge en fait les enfants entre eux et de en fait fermer des perspectives, alors que l'école doit être le lieu de l'émancipation, du partage du savoir et on le voit là, le projet qui a été soutenu par le gouvernement, ça a été la mise en concurrence. Donc nous, ce qu'on propose évidemment, c'est de supprimer ces réformes qui ne fonctionnent pas. Parcoursup, c'est une catastrophe pour les jeunes, pour les enseignants, pour l'université. J'ai pas fini. Catastrophe pour Parcoursup, il faut l'enlever, ça ne fonctionne pas. En plus, vous êtes même pas capable d'avoir un logiciel qui fonctionne le jour d'inscription des jeunes. Enfin, c'est anxiogène au possible. Il faut évidemment réinvestir dans les CROUS pour les étudiants parce qu'il manque des places d'hébergement, de logement dans les CROUS. Il faut, on en a parlé tout à l'heure, nous on propose une allocation, une garantie jeune pour tous les jeunes en formation, soit professionnelle, soit dans l'enseignement supérieur, oui, à 1 063 € par mois, ce qui permet aux jeunes de pouvoir faire des études sans avoir à se salarier, parce qu'on sait que les études, en travaillant à côté, c'est la première cause d'échec à la fac. C'est aussi une inégalité parce que tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Et là, on propose justement de mettre tous les jeunes à la même échelle, c'est-à-dire d'avoir un revenu mensuel qui leur permet d'étudier. Et il y a d'autres choses dont on a moins parlé. Effectivement, c'est ça a été dit, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est augmenter les salaires des profs, parce qu'on voit bien qu'il y a un écart européen qui est assez important. Il y a un sujet dont on parle peu, c'est les élèves en situation de handicap et de la maltraitance que ces élèves vivent et les accompagnants qui sont les AESH. On veut titulariser ces AESH. Ils font un travail formidable. Ils permettent à l'école d'être inclusive, à des enfants de pouvoir suivre leur scolarité. Et le mépris du gouvernement, et j'invite tout le monde à regarder d'ailleurs un film qui s'appelle Debout les femmes, où on comprend ce que font ces personnes au quotidien avec ces enfants, et on comprend ce qu'était la Macronie, c'est-à-dire le mépris pour les gens qui travaillent avec les plus faibles. On poursuit avec vous, Anne Biscos, pour le Rassemblement national. Alors donc nous constatons autour de la table qu'il y a un effondrement du niveau des élèves français, puisque vous l'avez dit, Monsieur Galpier, nous sommes au niveau de l'Europe les avant-derniers en mathématiques avant l'Albanie. Donc nous avons 90 000 quand même jeunes qui quittent chaque année l'école sans diplôme, et la moitié des étudiants ne passent pas en deuxième année et seul un quart redouble. Donc là, nous avons un énorme souci au niveau de l'éducation. Donc pour cela, nous proposons d'améliorer le niveau des études des élèves, et on commence par le primaire. Donc augmentation des heures évidemment de français, de mathématiques et d'histoire, puisque les petits français ne connaissent plus l'histoire de France. Dédoublement des classes aussi, bien sûr, maxi 20 personnes, et le renforcement du français dans les REP. Suppression de l'enseignement des langues et des cultures étrangères, et un brevet des collèges qui sera aussi un moment d'évaluation pour une orientation technique, classique, professionnelle et apprentissage. Il faut aussi, pour qu'une école fonctionne, rétablir l'autorité du maître. Bien évidemment, nous sommes rendus compte, et nous le savons tous, que la protection des enseignants devient essentielle. Donc, il faudrait instaurer des peines planchers pour mettre
pour mettre fin à la dissimulation par l'encadrement du problème de harcèlement des professeurs et l'utilisation systématique par l'institution scolaire de l'article 433.5 du Code pénal, qui est relatif aux outrages à une personne chargée d'une mission de service public. Retour à la laïcité et signalement au procureur de tout ce qui peut être répression des menées islamistes dans et en dehors de l'établissement. Vidéoprotection généralisée aussi dans les REP. Alors, revaloriser le métier d'enseignant, bien évidemment, en augmentant son salaire, puisqu'il est en dessous de, comme disait Madame Maximi, de la moyenne de l'OCDE. Et puis, renforcer refonder les organismes de formation des enseignants. Il faudrait arrêter ça pour passer d'un Master 2 à une formation CAPES ou agrég avec une formation pratique. Voilà. Anne Biscos, merci. On termine cette partie éducation avec vous, Valérie Thomas, pour Renaissance. Oui, et désolée d'avoir coupé la parole à Marianne Maximi, je croyais qu'on était en débat. Notre école, c'est un constat qu'on fait globalement tous et tout autour de la table. Notre école est malade, mais ça date pas du dernier quinquennat. Elle est très malade depuis très longtemps. Je crois qu'il y a eu énormément d'erreurs commises par le passé et un empilage d'erreurs qui se sont empilées les unes sur les autres. Donc un des premiers grands chantiers, c'est, je pense, de remettre notre école à plat. On a essayé des choses et effectivement, je conviens que tout n'était pas parfait et que mettre un pansement sur quelqu'un de très malade, ça ne fonctionne pas. Donc, grand chantier, énorme chantier, remettre tout notre système scolaire à plat, travailler en concertation avec l'ensemble des interlocuteurs de l'école, les parents d'élèves, les professeurs, les enseignants, les équipes éducatives, bien évidemment, les élèves, les collectivités territoriales, parce que je crois que faire une école qui fonctionne, c'est mettre vraiment l'ensemble des acteurs autour de la table. Alors, on n'a pas que des échecs. Je rebondis sur ce que disait Madame Maximi. Parcoursup, ça a au moins l'intérêt que les enfants ne sont pas tirés au hasard, comme c'était le système avant, APB. On savait pas où on allait après le bac. C'était tiré au hasard en fonction des places. On a réalisé, alors ça, je crois que ça va pas beaucoup plaire à Madame Biscos, parce que j'ai eu le sentiment d'une certaine stigmatisation de nos REP et REP+. On a quand même dédoublé les classes en REP et REP+, en CP-CE1. Ce vaste plan de l'école, c'est comment redonner du sens aussi aux enseignants, comment revaloriser les carrières, revaloriser financièrement, il va de soi. On a déjà commencé sur le mandat précédent à revaloriser les carrières en début et en fin, c'est pas suffisant. J'en conviens, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin, mais revaloriser aussi le travail d'enseignant, c'est donner envie à nos jeunes de se lancer dans les carrières. Et on constate qu'il y a de moins en moins de jeunes qui ont envie. Donc, vaste chantier que le président a décidé de prendre à bras le corps. Mais je crois que c'est un chantier qui doit mobiliser l'ensemble des Français. Allez, le débat tout de suite. Sébastien Galpier, je vous redonne tout de suite les paroles parce que vous avez un petit peu de retard. Oui. Vous avez notamment évoqué tout à l'heure la possibilité de mettre en place un examen d'entrée en 6e. C'est un petit peu la proposition qu'avait soumise Valérie Pécresse lors de la présidentielle. Mais vous avez aussi parlé de plus de moyens, en fait. Quels sont ces moyens, justement ? Les moyens, c'est notamment au niveau de la revalorisation des salaires. On voit que le métier d'enseignant est très peu attractif et nécessite beaucoup d'études. Et pour un salaire qui est finalement peu attractif. Après, j'aimerais rebondir sur les 1663 € par mois que propose Madame Maximi. Moi, je pense que c'est un mauvais message à notre jeunesse qui est de donner 1063 € sans contrepartie. Et d'ailleurs, comment on le finance et qui le finance, qui paye ces 1063 €, quelle collectivité, parce qu'en tant qu'élu du département, ça m'interpelle. Madame Maximi. Non, les 1063 €, c'est pas son contrepartie. La contrepartie, c'est de pouvoir étudier. Chacun son boulot. Un jeune qui va à la fac n'est pas là pour aller faire des petits boulots, pour aller travailler le soir, tard, le week-end. Je vais vous dire, mais les bourses, vous voyez bien que c'est pas suffisant. C'est pour ça que les gens travaillent à côté. Je finance. Alors sur le financement, on l'a dit, on l'a expliqué pendant la campagne présidentielle. On veut mettre en place une taxe sur les héritages des très 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 riches. Et on assume cette question-là en disant que au-dessus de 12 millions d'euros d'héritage, on prend tout.
ça va, on laisse quand même 12 millions d'euros. Enfin, je vais vous dire, on n'est pas non plus en train de prendre l'argent, et c'est juste du partage des richesses. C'est ce que je vous disais au début. On arrive avec effectivement une façon complètement différente de vous trois de voir la politique dans ce pays. On veut faire complètement différemment. On veut changer en profondeur la politique qui est menée dans le pays. Et donc, on assume, oui, de partager les richesses. Madame Maximi, les héritages très riches. Oui, on va les chiffrages que vous avez fait dans votre programme. L'Institut Montaigne, la semaine dernière, affirme que votre programme, c'est 200 milliards plus de 200 milliards Montaigne, d'euros. C'est un petit peu partisan, l'Institut Montaigne, Madame Montaigne. D'autres économistes disent que ce sont entre 200 et 250 milliards par an non financés, malgré vos taxes diverses et variées que vous mettez toujours sur les mêmes. Voilà. Donc, il y a un vrai problème de financement. C'est ce que vous avez aidé pendant 5 ans, quand même. Il y a un vrai problème de financement de vos mesures en général, pas que les mesures sur l'école. Vous parlez peu ou pas du bac, toutes et tous. On le garde tel quel, Anne Biscos, le bac, on le supprime Non, en fait, il faudrait revenir à un bac qui sanctionnerait vraiment les compétences et des élèves. Actuellement, le bac est uniquement... Les résultats du bac sont uniquement calculés par rapport aux possibilités de rentrer à la faculté. Donc, c'est pas du tout une sanction de compétences. Donc, il faut remettre un bac qui ait une valeur réelle au niveau des compétences des étudiants. Alors du coup, juste quelle collectivité sera en charge de ces 1063 €? Parce que ça m'interpelle vraiment. Les enseignements supérieurs, le CROUS, ça dépend de l'État, Monsieur Galpier. D'accord. Donc du coup, c'est l'État qui percevra directement l'impôt que vous allez prendre aux très riches. Aux très riches. Très riches, d'accord. Donc c'est de la spoliation en fait. La spoliation, non, ça s'appelle un impôt et la répartition des richesses. Hein. Ce niveau-là, non. Non, je vous assure que non. Mais après, ça c'est votre fantasme d'idéologie de droite, hein, mais je vous assure que non. L'idéologie de gauche, elle est pas mal non plus à ce niveau-là. Moi, je voulais juste répondre sur le bac. Hein. La question, c'est que le bac redevienne un diplôme national. Hein. Ce qui s'est passé aussi sous le gouvernement précédent, c'est que on a des bacs, du coup, en fonction du lycée où on était, le bac n'a plus la même valeur. C'est ça qui est catastrophique aujourd'hui dans l'état des lycées et de l'école en général. Hein. C'est que nous, on veut que ça soit maintenant, ça redevienne le diplôme national que c'était. Mais le bac est un diplôme national, Madame Maximi. Vous pouvez aller dans n'importe quelle université avec le bac. C'est justement à intégrer le fait que ça, je peux pas laisser dire ça dépend de l'école où on vient. Le bac dépend de l'école d'où on vient. Ça c'est faux. Enfin, je peux pas laisser dire ça. C'est quand même assez hallucinant. Le bac, un élève qui a le bac à Clermont-Ferrand peut intégrer n'importe quelle université en France. Je suis désolée. Il passe par Parcoursup, Madame. Il passe par Parcoursup. Donc, il ne peut pas intégrer n'importe quelle université. Mais tous les élèves qui ont le bac passent par Parcoursup, qu'ils soient de Clermont, qu'ils soient de Paris, qu'ils soient de Boulogne. Enfin, je vois pas le sens de cette question-là. Je crois qu'il y a aussi des filières à revaloriser. La filière professionnelle, on le dit, on le répète, mais on sait très bien que c'est une filière qui doit prendre toutes ses lettres de noblesse en France. On entre tout de suite, ça passe vite, dans la dernière ligne droite de ce débat. Il nous reste une partie au menu. Et nous avons choisi de mettre sur la table les questions de bioéthique, une thématique loin d'être centrale lors de la dernière campagne présidentielle. Les enjeux n'en restent pas moins très importants avec des sujets qui touchent à la fin de vie, l'avortement, la cause transgenre ou encore la gestation pour autrui. Allez, on commence avec le traditionnel tour de table libre propos sur cette thématique. Et c'est vous, Marianne Maximi, qui débutez. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est peu abordé parce qu'il touche un peu à l'intime. Il touche aussi à la vie privée des gens. Et il touche à la question du droit. Et moi, je voulais, en préambule, bien parler de la question du droit. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose n'a pas pour but d'être appliqué à toutes et tous. C'est le fait de pouvoir ouvrir de nouveaux droits, si on veut s'en saisir, si on veut en user, c'est ça la question. Et donc, parce que c'est souvent très caricaturé ce qu'on peut dire sur ces questions-là, ça touche la sensibilité de chacun, et ça on l'entend. Alors du coup, nous sur ces questions, effectivement, nous proposons de constitutionnaliser, par exemple, le droit à l'IVG. Nous pensons que ce droit-là est précieux. C'est un droit qu'ont acquis les femmes en luttant dans le monde entier. Et on voit que justement, dans le monde entier, il est régulièrement remis en question, régulièrement attaqué. Il n'y a pas très longtemps, évidemment, on a parlé des États-Unis. Mais plus proche de nous, ça se passe en Pologne. Et on sait que c'est un droit qui est fragile. Donc nous proposons de l'inscrire dans la Constitution. De la même manière, on propose d'inscrire dans la Constitution la non-marchandisation du corps humain. Ce qui nous paraît être important, de pouvoir l'acter et le sanctuariser de cette façon-là. Et c'est la même chose pour justement le droit à mourir dans la dignité, qui a un vrai débat dans notre pays, et nous pensons que ce droit doit pouvoir être sanctuarisé de la même manière et les gens puissent en user ou pas, mais en tout cas que ça puisse être
une possibilité pour chacun et chacune d'entre nous. Et quand on parle justement du droit à l'aide à mourir, parce que c'est aussi ça dont il est question, nous pensons que le pouvoir choisir sa propre mort, c'est un souci aussi de dignité pour certaines personnes qui en font la demande. Et ce dispositif, évidemment, doit être encadré pour garantir un jugement conscient, sans contrainte. Et c'est justement la dernière des libertés que nous pouvons exercer comme être humain. Donc voilà, nos propositions sur ces questions de bioéthique. Anne Biscos, pour le Rassemblement national. Donc, au niveau de la bioéthique, nous pensons que tous ces sujets sociétaux doivent être sujets à référendum et à RIC. C'est-à-dire que, comme a dit Madame Maximi, nous devons laisser la parole aux Français et à statuer sur ces différents sujets. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons voté contre la PMA aux couples lesbiens et aux femmes isolées. Nous avons effectivement aussi voté contre l'avortement à 14 semaines, puisque nous considérons que l'allongement de 12 à 14 semaines, au niveau de l'embryon, il y a une ossification de l'embryon qui rend difficile l'avortement et difficile et les médecins ne veulent pas spécialement exécuter cet acte-là. Donc les femmes qui arriveront au terme de 14 semaines auront des difficultés malheureusement à trouver des médecins pour les avorter. Au niveau de l'euthanasie, nous préférions augmenter les soins palliatifs et les développer. Donc effectivement, il y a différents types, c'est-à-dire l'euthanasie, la fin de vie après de grasses souffrances et une grande maladie avec les soins palliatifs, et puis bien évidemment l'aide à la personne et l'aide aux personnes âgées, puisque il y a des situations économiques aussi ou de détresse des personnes âgées qui les rendent dépressives et qui les pousseraient à vouloir en finir, alors que effectivement l'intergénérationnel et les aides auprès des personnes âgées permettraient d'avoir une fin de vie beaucoup plus agréable. Au niveau de la marchandisation du corps, nous sommes complètement contre la GPA et nous voulons effectivement interdire tout enfant rentrant en France, enfin interdire la nationalité française aux enfants nés à l'étranger après GPA, d'une GPA. Merci à vous. La parole à celle qui est assise à votre gauche, c'est Valérie Thomas, la députée sortante. Merci. Je crois qu'on a un système en France sur la bioéthique qui est quand même assez performant et que beaucoup de pays nous envient. On a la loi bioéthique qui est revue périodiquement, qui permet de faire le point sur les avancées à la fois dans la biologie, dans la médecine et dans la santé. Et laisser, et à chaque fois se poser la question, quels nouveaux droits peuvent être ouverts pour les citoyennes et les citoyens, toujours effectivement avec ce respect de l'autonomie, nouveaux droits majeurs dans notre pays. C'est pour moi quelque chose d'évident, de tellement évident, avec une société française qui était prête à cette avancée majeure. Je crois que c'est important. Je suis très étonnée d'entendre que on veut pas reconnaître la nationalité française aux enfants qui ont été conçus par PMA ou GPA à l'étranger. Oui, mais ça m'a... Voilà, faire des enfants apatrides, ça m'interpelle beaucoup. Je crois que le grand débat, le grand enjeu du mandat à venir, c'est le droit de vivre, de mourir dans la dignité. Je crois que la société française est prête. On a, je l'ai vu dans l'hémicycle, quand le débat est intervenu, on avait 3/4 de l'hémicycle des députés qui étaient pour qu'on fasse des avancées majeures dans ce domaine. Et c'est un petit groupe de députés avec ce mode de fonctionnement assez épouvantable de l'Assemblée qui, par des amendements massifs, a bloqué l'avancée du texte. Donc je crois que la société française est vraiment pour. Est-ce que c'est à l'Assemblée? Est-ce qu'il faut un débat national? Est-ce que ça doit être sujet à référendum? Là, je n'ai pas d'idée très arrêtée sur la question, mais je crois qu'il faut que la France avance
au cours des 5 prochaines années sur ce sujet-là. Sébastien Galpier, pour terminer ce tour de table. Je vous avoue que c'est un sujet qui est très sensible et qui peut polariser beaucoup les Français là-dessus. La loi accompagne la science dans ses applications, notamment quand on touche à la biologie humaine. Il y a une forme de moralisation de la science. Il faut absolument continuer de respecter le vivant tout en s'adaptant aux mœurs et aux évolutions de la société. On touche aussi à l'intime avec les PMA. C'est un sujet qui est quand même très complexe. En tout état de cause, il y a une ligne rouge à ne jamais franchir. À mon sens, c'est la commercialisation du corps humain et des dérives de certaines applications qui peuvent en résulter. Ce sont des sujets sensibles de notre société. Il faut écouter les demandes d'évolution avec bienveillance, car elles résultent souvent d'une envie intime de parentalité, mais on ne peut pas se laisser emporter par l'émotion et l'éthique de la science doit toujours servir l'homme. En tout cas, c'est le sens que je veux donner à mon propos. Merci. Alors je vous redonne la parole sur la fin de vie, justement. Votre position? Je pense qu'il faut consulter les Français. C'est à eux mon avis là-dessus, je pense qu'il importe peu. Je pense que c'est aux Français de donner. Si c'est à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu député et si la loi arrive au sein de l'hémicycle, vous aurez à vous prononcer, M. Emmanuel Galpier. Macron, j'espère que le peuple français sera un peu plus écouté et respecté pendant le prochain mandat. Donc là-dessus, sur un sujet de société aussi grave, je pense que c'est plus un référendum qu'il faut demander. Comme vous l'avez dit, vous aussi, vous savez pas si vous voulez faire un référendum ou pas. Donc moi aussi, je suis dans cette situation-là où c'est tellement intime, c'est tellement polarisant qu'à mon avis, il faut consulter les Français pour éviter les fractures dans la société. On a parlé d'une convention citoyenne justement sur cette question de fin de vie. C'est quoi une convention citoyenne sur la fin de vie, Valérie Thomas ? Ça fait partie de tous ces nouveaux outils que le président veut mettre en application. On se rend bien compte de l'éloignement des citoyennes et des citoyens de la politique. On constate tous dès qu'on exerce une fonction. C'est comme on redonne aux Françaises et aux Français l'envie de s'engager, de s'investir, de comprendre peut-être mieux aussi comment on prend des décisions avec des éclairages particuliers. Donc peut-être que la Convention citoyenne, il y a eu des critiques sur celle du climat justement, où on a dit elle a été aussi vidée de sa substance. Je crois que c'était un galop d'essai. Je crois qu'il faut trouver des moyens. C'est un galop d'essai perfectible, c'est évident. Est-ce qu'il faut mettre une convention citoyenne et trouver de nouvelles modalités à définir sur ce sujet du droit de mourir dans la dignité peut-être, mais je crois que il faut qu'on vraiment collectivement s'empare de ce sujet-là. Les Français ont un avis. Les derniers sondages, tous les sondages qui sont sortis sur ce sujet-là, montrent que les Françaises et les Français sont prêts à envisager cette question-là et d'un accompagnement vers la mort choisi. Il ne s'agit pas de l'euthanasie, comme le dit Madame Biscos, mais quelqu'un qui est en souffrance profonde, avec des thérapies qui ne sont plus adaptées, dont on sait très bien qu'elles ne seront pas adaptées. Je crois que cette question-là, les Français se la sont posée. On rencontre énormément Anne Biscos, le RIC dont vous avez parlé, vous le faites sur tous les sujets, sur la GPA, sur l'euthanasie? Sur tous les sujets, mais bien évidemment, mais au niveau de la GPA, je pense que les Français sont raisonnables. Et quand on vous dit gouverner, c'est choisir, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, je pense que sur des sujets comme ceux-ci, Marine Le Pen a été très précise. C'est que il faut absolument qu'on consulte les Français, puisque les Français peuvent évoluer eux aussi dans leurs opinions. Donc, beaucoup de Français sont contre la GPA actuellement, puisque effectivement, c'est rendre le corps féminin comme un outil à faire. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, Marine Le Pen proposait le fait que les enfants issus de GPA à l'étranger ne soient pas. Mais non, mais c'est horrible. Alors, ça veut dire que vous êtes d'accord pour la GPA. Non, ça veut dire que les enfants ne sont pas responsables. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas voté dans la loi bioéthique. La GPA, on ne l'a pas voté dans la bioéthique. Certains députés avaient introduit des amendements pour la GPA. Ils ont été massivement, très très massivement rejetés. Mais je trouve horrible que vous puissiez dire à ces enfants nés à l'étranger, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de parents et tu n'as aucun droit en France. Marianne Maximi, pour terminer.
cette partie. Mais étant interdite en France, mais par contre, c'est contraire au droit international de l'enfant. Oui, juste le droit de vivre près de leurs parents. Enfin, ça, c'est les enfants ne sont pas responsables des choix qui ont été faits avant leur naissance. Donc, un enfant qui naît à l'étranger issu de la GPA, effectivement, doit être reconnu sur le territoire français. Ça ne veut pas dire autoriser la GPA, ça veut dire juste permettre à ces enfants de vivre avec leurs parents dans le pays d'où ils viennent. Autoriser la GPA, la GPA des femmes étrangères est autorisée. On n'est pas pas en train de dire que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Par contre, ces enfants sont là. Ces enfants sont là. Donc, vous voulez faire quoi? Les laisser loin de leurs parents qui vivent à l'étranger? Non, ces enfants sont là. On arrive au terme de cette table ronde. En tout cas, le sujet est passionnant et important. Et on est fiers aussi à RCF de l'avoir proposé aujourd'hui. Voilà qui conclut cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous. Valérie Thomas, Sébastien Galpier, Marianne Maximi. 7 autres personnes sont en lice sur cette première circonscription. Shrif Bouzy dans la tête d'une liste citoyenne. Maël Capolino pour le parti